Bon samedi tout le monde en ce 21 février 2026. Voilà, directement de Montréal, Mathieu Martel, avec vous pour cette conférence, webinaire Zoom, un petit retour, une conférence gratuite que je vous offre. Et vous pouvez tout de suite noter la date pour notre prochaine rencontre, le 21 mars du mois suivant. Faut-il suivre son intuition? Je vous enverrai aussi une invitation pour vous inscrire. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'anime des conférences depuis 2005 en continu. Et comment dire, j'écris aussi des livres. Mon dernier vient de paraître. Il y en a qui l'ont reçu déjà par la poste. Le maître sans maître. Et je vous demanderai durant la présentation de fermer votre petit micro. Question, comment dire, de pouvoir suivre mon petit discours, mon laïus, et pour que je puisse m'envoler en toute confiance et basé sur une approche bien sûr intuitive et inspirée. Notre thème du jour, j'entends souvent mes élèves mentionner cette expression. Il y a deux expressions populaires que mes élèves utilisent. Sortir de sa zone de confort. Et certains ont, dans mes cours sur Nietzsche, ben, j'ai fait des liens avec le dépassement de soi, avec cette notion. Mais là, c'est une nouvelle expression. Et sachez que j'ai un plan minimal. Et je vais me laisser m'inspirer par ce thème. Je vais voir ce que mon aide va pouvoir me dire à ce sujet. Être sur son X. Alors, c'est une expression que les jeunes utilisent. On va essayer de fouiller, interroger cette expression populaire chez les jeunes. J'ai comme sous-titre être sur son X, deux points, se trouver ou s'inventer. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique être sur son X? Est-ce que c'est une expression qui est adéquate? Est-ce que c'est une expression qui demande, bien sûr, une forme de critique, qui demande d'être interrogée? Parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière cela, hein? Être sur son X. Alors, pourquoi, pourquoi nous en viendrons pourquoi nous poserions-nous cette question dans, au quotidien? Être sur son X. Hein? Qu'est-ce qui nous amènerait à nous poser cette question? Suis-je sur mon X? Donc, à un certain moment de notre vie, hein, à un certain moment de notre vie, ben, il se peut, euh, comment dire, il se peut que nous soyons en remise en question, que nous nous posions des questions sur le sens de la vie, sur la direction que nous voudrions prendre, une nouvelle direction à prendre. Hein. C'est peut-être à la croisée des chemins, à la croisée des chemins de notre existence que nous pourrions peut-être nous poser cette question qui pourrait prendre la forme suivante. Suis-je à la bonne place dans ma vie? Je crois que ça pourrait être synonyme. Suis-je à la bonne place? Et là, on se pose cette question-là quand euh, peut-être nous rencontrons des obstacles. Hein? On peut être freiné, comme nous dit Karl Jaspers, on peut faire face à des situations limites et ces situations limites-là, comment dire, nous poussent, nous, 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 nous poussent à philosopher. Karl Jaspers, dans Introduction de la philo, bon, c'est un livre que je vous suggère, c'est un texte qui a quand même bien vieilli. Introduction à la philosophie de Karl Jaspers. Karl Jaspers nous dit, il y a trois éléments qui sont à l'origine de l'acte de philosophie. Et l'un d'eux, c'est celui que je viens évoquer, c'est les situations limites. Donc, quelquefois, on peut être rendu à la croisée des chemins, mais avant de se dire à la croisée des chemins de notre vie, nous vivons, nous dit Jaspers, des situations limites. Quelles sont, hein? Quelles sont ces situations limites?
Et qu'est-ce qu'une situation limite? Commençons par nommer quelques situations limites. La perte d'un être cher. Deuxièmement, euh, un échec professionnel, amoureux, une rupture amoureuse. L'éloignement d'un ami, que, un ami proche, son éloignement géographique, par exemple, ou la perte de repère, de sens dans ce que nous faisons. Et quelquefois, ah oui, ça peut aller jusqu'à impliquer la maladie, un accident subi dans notre quotidien. Une situation limite, c'est une situation qui vient bien sûr nous déstabiliser et qui nous pousse à nous interroger sur le sens de notre existence. Et personne, c'est universel, hein, personne n'est à l'abri de ces situations limites-là. Et c'est peut-être se demander que faisons-nous quand nous vivons ces situations-là. Et est-ce que nous attendons les situations limites, par ailleurs, pour nous réveiller? Hein? Est-ce que nous attendons cela? Alors, pourquoi je parlais de situation limite? Ah oui, parce que je parlais de notre thème d'aujourd'hui, qui est le suivant, être sur son X, se trouver ou s'inventer. Avant de se trouver sur son X, ben, à un certain moment de notre vie, on est allé à ce qu'on appelle à la croisée des chemins. Et on se dit, bon, mais là, ça ne va plus. Le chemin que j'ai décidé d'emprunter, ou la voie, l'attitude, l'approche face aux problèmes de la vie, face aux événements, ça ne va pas parce que ça semble pas efficace, puis d'une façon plus légère, ça ne semble pas fonctionner. L'attitude, l'approche pour résoudre des problèmes, semble pas fonctionner. Mais demandons-nous, premièrement, là j'entends le terme problème, est-ce que, et je crois que c'est la fameuse phrase de Kierkegaard, mais quand d'autres attribuent à Wittgenstein et d'autres, c'est une citation qui revient souvent. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une expérience peut-être même mystique à vivre. Tout dépend peut-être de la perspective que nous adoptons face à la vie. Et peut-être à la croisée des chemins, la perspective, en anglais on dirait euh, le mindset. Hein? Donc en français on peut dire notre perspective face à la vie parce que nous abordons la vie toujours selon une certaine perspective. Je donne un exemple. Un de mes collègues, se demande, écoutez, se demande pourquoi certains élèves agissent de telle manière, pourquoi certains élèves ne se préparent pas, pourquoi certains élèves sont en retard. Et ça le choque, parce que on ne peut pas enfermer la vie dans une grille. On ne peut pas enfermer la vie simplement vivre la vie à partir simplement de principes très rigides. Ça ne fonctionne pas. Et là, mon collègue voit que la vie n'est pas telle qu'il l'a conçue. C'est-à-dire avec, il souhaite il souhaite un certain idéal de comportement chez les jeunes. Il souhaite que les jeunes soient à l'heure, fassent des efforts, soient intéressés. Tout ça, ça c'est un idéal. Mais je lui ai dit, écoute, la réalité est tout autre. Avoir la meilleure manière de voir les choses, le meilleur mindset ne nous empêchera pas de faire face à toutes sortes de surprises sur la route, de vivre toutes sortes d'étonnements sur la route. Et même, donc c'est pour ça que, à la croisée des chemins, quand on se demande, suis-je sur le bon chemin? Encore faudrait-il se poser la question, y a-t-il, premièrement, qu'un seul chemin? Y a-t-il une recette, un modus operandi,
une façon étapiste de voir les choses, ou, au fond, lorsqu'on se recueille en contact avec notre être profond, peut-être que notre être profond peut nous guider et nous guider et, comment dire, nous informer, si on est à l'écoute, d'une voix, nous informer sur ce qui nous parle le plus. Donc ça, c'est être ouvert à une forme d'inconnu. Comme ce matin, tantôt, il y a quelque chose qui est monté en moi, ça me dit, allons-y pour un autre Zoom au mois de mars, le 21 mars. Donc j'ai préparé tout de suite. C'est venu sans réflexion. Donc, je veux peut-être vous ramener à le fait que les réponses ou les indices qui peuvent peut-être vous aider à mieux vivre viennent peut-être sans réflexion. Imaginez, là. Ben oui, sans réflexion, ils viennent intuitivement, mais sans réflexion profonde. Mais là, vous allez dire, ouais, mais c'est bien trop facile être à l'écoute, puis à la fois, c'est difficile d'être à l'écoute de ce qui monte en nous de façon soudaine. Puis après, il faut peut-être se demander, est-ce que ça me parle profondément? Mais souvent, les réponses viennent sans forcer. Mais revenons. Et vous voyez comment je fonctionne, hein. Je fonctionne, écoutez, j'ai pas de plan, là. J'ai juste quelques mots sur une feuille, mais je me laisse guider par mon être. Alors, cette formule-là, être sur son X, c'est comme si les jeunes avaient déclaré que la vie va bien aller. Je vais enfin me trouver, enfin être à la bonne place lorsque je pourrai dire, je suis sur mon X, là. Et là, c'est comme, cette formule-là, elle est comme proposée de manière presque géographique. On pourrait tracer au sol dans la neige, parce qu'ici c'est l'hiver à Montréal, on pourrait tracer un X et se placer, se mettre les pieds sur le X, puis de dire, ah, je suis sur mon X. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le X? Là, on est capable de se visualiser, donc en tant que notre présence physique, et se placer sur le X, puis on se dit, ah, je suis sur mon X. Mais je crois que le X réfère à quelque chose d'intérieur. C'est comme si on sous-entend un positionnement. J'irai avec d'autres expressions que sur le X, parce que c'est pas évident. Le X, donc, il peut changer selon chaque personne. Mais ça pourrait se traduire par être à la bonne place au bon moment. Ça pourrait se traduire aussi par être en harmonie avec son éspinosis, par exemple, en accord avec sa nature profonde. Mais c'est pas tout le monde qui adhère à cette position-là naturaliste. Sartre nous dira qu'il n'y a pas de nature profonde. Fait que je vais aborder cette position-là, qui serait plus liée à l'invention de soi, tantôt. Si vous adoptez une position où il y a une nature profonde, ben vous êtes aristotélicien ou spinoziste. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Aristote va parler de la notion d'antéléchie naturelle. Antéléchie, bon, c'est-à-dire il s'exprime à travers, prenons un pépin de pomme. Dans le pépin de pomme, hein, il y a la pomme en potentiel. Et si on place le pépin de pomme dans la terre, qu'on l'abreuve, etc., qu'on lui donne un bon engrais, un bon support, ben un pommier va pousser et il donnera un jour des fruits. Donc Aristote prend cette position-là. Je suis pas un spécialiste d'Aristote, mais la notion d'antéléchie se traduit par ce que j'ai à être, à devenir. Je dois l'actualiser. Mais donc, je dois me poser premièrement la question, quelle est ma nature profonde? Là, on fait une analogie avec un pépin de pomme qui pourrait bien sûr se développer, pousser, etc. Mais on pourrait le traduire au niveau humain.
et se poser la question suivante, mais qu'est-ce qui veut naître en moi? Est-ce que j'ai un entéléchie? Quel est-il? Ça va mieux se comprendre si on adopte la position spinoziste, qui est, pour lui, ce qu'on a à faire, c'est de, comment dire, persévérer dans son être, c'est-à-dire persévérer dans sa nature, en subsistant, mais en développant ses capacités. Quelles sont mes capacités prédominantes? Par exemple, mettons que vous avez des capacités à résoudre des problèmes mathématiques et vous êtes stimulé par cela. Vous pourriez peut-être tenter de justement de développer cet aspect de vous-même qui est l'aspect résolution de problèmes. Mais encore faut se pencher sur soi ou encore s'observer. Euh, je fais une petite parenthèse ici. Un conférencier et écrivain québécois nous a quittés le 17 février, Jean Bouchard Dorval, que j'avais côtoyé, que j'avais vu quelques-unes de ses conférences il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années. Et on s'était vu en 2021, quelquefois on est allé dîner ensemble, mais j'ai vu une conférence où il parlait de son maître spirituel, Swami Shyam, qui lui avait dit à Jean, je te vois écrire et parler en public. Donc Jean, bon, a eu un écho euh, de sa nature profonde, de ses capacités à travers la personne d'un maître. Il est allé le visiter en Inde. Pour un total, il dit dans l'entrevue 5 ans. De 82 à 99, l'équivalent de 5 années. Donc, il a fait plusieurs voyages en Inde et son maître lui avait dit, ben, je te vois écrire. Et Jean aime beaucoup écrire. Il a écrit des livres. C'est un polyglotte qui maîtrise le grec, le latin, le sanskrit, etc. Plusieurs langues, l'italien. Et il a traduit des textes de la sagesse primordiale, qu'on pense à Patanjali, Héraclite. Il a écrit un livre sur Parménide, l'Égypte ancienne. Mais Jean se disait, je ne me vois pas vraiment parler en public, j'aime pas vraiment ça, parler en public, mais lorsqu'il se mettait à parler en public, nous dit-il dans cet entretien-là, ça se fait tout seul. Lui, ce qu'il aime mieux, c'est travailler, écrire des livres et travailler le texte. Il a passé par un maître pour connaître ça, mais on n'est pas obligé de passer par un maître. On peut questionner nos amis. On peut faire ça, l'exercice. Demandez à vos amis, quelles sont mes qualités? Quelles sont mes forces? N'insistez pas sur le négatif, là, parce que ça passera pas pour vous, et personne aime ça, se faire poser un regard de critique négative sur soi, mais vous pouvez demander si vous cherchez quelle est votre nature profonde, les aspects de votre nature profonde, vous pouvez demander des qualités à des amis. Hey, quelles sont mes trois grandes qualités ou mes trois grandes forces? Et là, vous allez être surpris que par le dialogue avec autrui, vous allez apprendre à vous connaître. Vous n'aviez pas vu cet aspect de vous-même. On en parle dans l'Alcibiade de Platon. À travers le dialogue, à travers le regard de l'autre, on apprend à se connaître soi-même. Donc, j'ai parlé Aristote, développement de l'intelligence, Spinoza, développement des capacités, en lien avec la persévérer dans son être, et ce qui va amener à une satisfaction de soi chez Spinoza si nous sommes actifs en accord avec notre nature profonde. Et moi, quand je me mets à écrire et à créer, j'ai un sentiment de réjouissance qui accompagne l'écriture. J'aime aussi m'exprimer en public. Il y a une réjouissance lorsque je m'exprime de manière créative, mais là, par Zoom,
c'est moins puissant qu'en présence, mais par Zoom, ça permet aux gens qui sont loin, quand même, ça permet de rejoindre des gens qui sont plus loin. Et ça, je le fais pour cette raison-là. Mais revenons, l'écriture, c'est un état. Donc, demandez-vous ce qui vous réjouit. C'est ça, être sur son X. Et là, il faut être conscient. Tu sais, ça demande de l'attention. Comme moi, créer des textes, ça me réjouit. M'exprimer en public, ça me réjouit. Et Nietzsche dira, emploiera la formule suivante. Quelle est votre vertu singulière propre à vous-même que personne d'autre ne possède? Bon, Nietzsche va jusque-là. Mais votre vertu singulière, mais quelle est, qu'est-ce que ça veut dire, votre vertu singulière? Ce que vous êtes capable de faire, que vous aimez faire et accomplir, qui est lié à une force, à une qualité profonde. Allons-y avec Einstein pour l'exemple. J'en parlais à mon ami physicien hier. Je me suis procuré une petite biographie, autobiographie d'Einstein, une toute petite plaquette, là. Avec une nouvelle traduction française et introduction de Étienne Klein. Pourquoi je parle d'Einstein? Parce que pour Einstein, vous lirez sa biographie, c'est confirmé par Étienne Klein, qui est un grand connaisseur de la vie d'Einstein. Il a même écrit une biographie où il va vivre aux endroits, il va même faire du vélo où Einstein faisait du vélo. Allez lire ça, Étienne Klein, biographie d'Einstein. Et Einstein le déclare. Et je le déclare à mes étudiants. Einstein dit c'est pas ses capacités mathématiques qui étaient le plus important, c'était pas sa vertu singulière, et je l'ai corroboré hier en buvant le thé au salon de thé avec mon ami qui a une maîtrise en physique, un doctorat en physique mathématique et qui est un grand émule, un grand admirateur d'Einstein. Hier, j'ai corroboré. Est-ce que c'est fou ce que je dis? Il m'a dit non. Alors, pour Einstein, ce qui est primordial, et je le dis à mes étudiants, c'est la curiosité. Einstein dit, sans cette curiosité-là obsessive, qui est liée bien sûr à la compréhension de phénomènes, je n'aurais pas développé mes théories. Alors d'abord, la curiosité, il est conscient que c'est important et c'est son moteur. Mais vous, donc ça serait sa vertu singulière, chapeautée par deux autres principes que j'endosse absolument dans ma vie, l'intuition et l'imagination. Moins l'imagination, mais davantage l'intuition. Mais quand je crée, il y a de l'imagination. C'est ça le moteur. Mais vous, je vous pose la question à vous-même. Et on n'a pas le choix. Donc, cette rencontre de ce matin, c'est comme un rappel à soi. Vous, quelle est cette vertu singulière qui vous anime, qui est propre à vous, qui vous anime, qui vous réjouit? Et on se posera la question, si vous êtes sur votre X, peut-être que vous êtes en train, selon cet adage-là, euh, de faire vivre cette vertu singulière qui pourrait se traduire par une force personnelle, un talent personnel, mais peut-être que vous l'avez mis de côté. On pourrait retournons à Freud, hein, avec cette formule, hein, le bonheur, c'est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge adulte. OK, vous avez Spinoza, ça ne vous parle pas. Aristote, l'Antéléchie, ça vous parle pas. Nietzsche, ça ne vous parle pas. Ben, revenons à cette phrase avez-vous réalisé ce rêve d'enfance? Quels étaient vos rêves d'enfance? Les avez-vous mis de côté? Les avez-vous abandonnés? Au nom du satané travail, là. Ben oui, au nom du travail. Et là, vous allez vous répéter, je n'ai pas le choix. Il le faut. Ben oui, mais
OK, il faut travailler, oui, tout au long du travail, faisons des efforts, la nécessité nous appelle, mais se réjouir dans son être, est-ce aussi important? Là, je vous demande pas, il y en a qui cherchent à trouver une passion et en faire une profession. C'est peut-être une erreur. Du moins, nourrissez vos passions. Ce qui vous anime. Sponville dira en ce sens, le bonheur en acte, c'est faire ce que nous aimons et aimer ce que nous faisons. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Donc, j'ai fait passer l'être avant le faire, avant le paraître et tout ça. Je dis pas que ça ne se fait pas sans difficulté, sans souffrance, c'est pas ça que je dis, mais j'ai voulu nourrir ce qui m'inspirait sans attente de résultat. Ça, c'est très difficile parce que ça le dit dans la Bhagavad Gita, tu fais de ton mieux, tu fais ton possible dans l'acte, mais tu te détaches des fruits. Parce que là, si tu cherches simplement à vivre de tes passions, là, tu vas être pris dans l'espoir que ça fonctionne. Donc, Picasso a peint des milliers de dessins, mais c'était pour le plaisir, pour la nécessité de peindre. Et après, on ne contrôle pas les effets, là. Et un vrai artiste n'a pas besoin, comme dit Bergson, ne s'accroche pas à la notoriété, à la reconnaissance et à tout ce qui vient de l'argent. Donc, du moins, nourrir pour l'acte même. Et ça les individus ont de la difficulté à vouloir ça et à accepter ça. On veut des résultats. Faire, écoutez, là, je fais un Zoom gratuit. Puis je rebook un Zoom gratuit au mois de mars parce que j'aime faire cela. C'est un élan. Nietzsche va dire dans la Zarathustra, il va faire référence à une espèce de fontaine. Prenez l'image de la fontaine. Hein, la fontaine, il y a un moteur, là, etc. L'eau est projetée et elle revient. Il emploie une formule à cet effet. Il dit, ben, de la vertu qui donne. Comment abordez-vous la vie? Est-ce qu'il faut toujours que ça revienne vers vous? Vous voulez prendre, cueillir, saisir, ou vous êtes dans un automouvement de l'être où il y a une espèce d'énergie qui circule, énergie de vie qui circule et qui vous rend joyeux par le seul fait même que ça circule. Merci d'être là, tout le monde. Je vais prendre un petit moment pour saluer nos auditeurs et nos auditrices qui vont nous écouter en différé. Merci d'être là. Merci de vous avoir inscrit à ce Zoom d'hiver du 21 février, gratuit. Vous allez recevoir l'enregistrement par la suite et sachez que si vous voulez mettre une date à votre agenda, je le mettrai sur mon site, l'inscription. Le 21 mars prochain, on se revoit. Faut-il suivre son intuition? Ça sera gratuit encore. Je vous enverrai tantôt avec l'enregistrement vidéo ce petit lien. Alors, être sur son X. Donc, pour les jeunes, être sur son X, c'est comme être au bon moment. Et ça pourrait laisser sous-entendre, je suis à la bonne place dans ma vie, ici, maintenant. Et ça pourrait ouvrir la porte à, je fais ce que j'aime. J'aime ce que je fais. Ça m'inspire. Ça me stimule. J'ai le goût. J'ai le goût d'œuvrer en ce sens. Donc, quand on se lève le matin, puis on se dit, oh, je n'ai pas le goût. Cela ne m'inspire pas. Je n'ai pas l'appel intérieur. Bon, là, on est à la croisée des chemins.
Et je connais des gens, les amis, là, c'est fou, là, qui restent dans un domaine et qui me disent que, écoutez, là, c'est fort, là, qu'ils en peuvent plus. Euh, je suis en train de mourir. Ça va jusque-là, là. Et moi, je peux pas qu'on... Ça m'inquiète d'entendre tout ça. Je me dis, merde. Il faut s'arrêter, il faut réfléchir, faut ouvrir les yeux, se mettre à l'écoute, euh, faire des sorties, etc., puis se mettre à l'écoute pour peut-être avoir des indices sur ce qui pourrait venir à nous en écho avec ce que veut notre être profond. On peut le découvrir à travers des rencontres, des sorties, etc. Mais ou simplement se dire, OK, là, ça suffit, là. Je ne peux plus continuer ainsi. Ça peut être au niveau des relations, au niveau de l'emploi, au niveau de notre manière de vivre. Donc, peut-être pour les jeunes, ils idéalisent le tout en disant hey, être sur son X, là. Et ça peut être un problème chez les jeunes parce que dès qu'ils vont rencontrer de la souffrance, de la difficulté, vu qu'on est dans un monde de consommation, ils vont vouloir changer. Donc, il y a des jeunes qui ont 3 bacs, 2 techniques, des DEP, et là, ils changent. Et ça peut être un problème parce que leur conception du X, c'est une conception idéale. Donc, ça présuppose que ça soit toujours stimulant, toujours joyeux, toujours inspirant, avec toujours du défi. Et si on n'a plus ça, on se dit, écoute, on se dit, on quitte, on quitte. Mais j'en ai des gens autour de moi qui se disent, dès que ça ne va plus, je quitte, je balance tout. La réponse est ailleurs. Donc, il y a aussi un problème là, cette recherche du X idéal. Là, je vais vous mettre dans une situation, là, on appelle ça la philosophie analytique anglo-saxonne utilise souvent, comment qu'on appelle ça donc? Des situations imaginaires, des exercices ou de pensée. OK? Là, je vais vous lancer dans un exercice de pensée. OK, vous êtes, puis je pensais à ça tantôt en me préparant. J'ai dit, bon, vous êtes sur une montagne, vous avez accès à un lac, il y a des sentiers, mais il n'y a personne aux alentours, là, et vous êtes seul avec votre sac à dos. Et là, on va reposer notre question. Seul face à moi-même dans la forêt, entouré d'aucune maison, disons pour quelques heures, entouré d'aucune maison, d'aucun soutien, mais vous avez quand même votre gourde, un peu de nourriture, un sac à dos, vous avez votre imperméable au cas où. Dans cette situation-là, est-il possible pour vous de vous sentir sur votre X? C'est-à-dire que il n'y a pas de présence humaine, il n'y a rien à faire de précis parce que il s'agit d'un lac, des sentiers, des arbres, du vent, des éléments. Mais vous avez peut-être un petit livre dans un petit livre, pas de cellulaire, etc. Est-ce que c'est possible pour vous d'être sur votre X? Là, on peut le traduire. Donc, sans travail, sans contact humain, sans tâche à accomplir. Peut-être allons-y, mais même pas de livre, un petit cartable avec un crayon. Et là, vous êtes pris avec vous-même pour 3 heures, là. Est-ce que vous allez vous sentir, comment vous allez vous sentir face à vous-même? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que vous êtes anxieux? Qu'est-ce qui se passe? Pensez-y.
J'ouvrirai pas les micros pour tout de suite les réponses, mais peut-être que je poserai la question tantôt. Peut-être le noter en ce moment si vous avez un crayon, là. Comment envisagez-vous cette expérience de pensée? Vous êtes seul dans une forêt pour 3 heures, sans contact humain, sans rien à faire. Vous êtes avec vous-même. Alors, je vais vous ramener à Jiddu Krishnamurti, qui lui serait capable de vivre cela. Il se dirait, écoute, Chantal nous dit, c'est le bonheur. C'est le bonheur peut-être parce qu'elle est capable de savourer l'instant, apprécier ce qui est. Ça nous ramène à Jiddu Krishnamurti qui dit, aimer, c'est être écoute et attention. Eckhart Tolle n'aurait pas de problème parce que il contemplerait ce qui est, ce qui se passe, hein? Krishnamurti nous dit, on nous dit ici, c'est la liberté. Ah, donc là, on touche au sentiment de bonheur, de liberté. Krishnamurti, Jiddu nous dirait, ben, j'observe, j'écoute, je ressens. Donc, et là, ça nous ramène à la notion d'être. Même pas besoin d'être sur un X. Être, c'est être écoute, observation, ressenti. Et l'autre Krishnamurti, UG, nous dirait que c'est peut-être l'ultime qui est très difficile à vivre. Être seul face à soi-même. Lui, il dit dans sa chambre, à coucher, là, dos au mur. Mais là, on est chanceux, on a un paysage. On peut contempler, on peut contempler ce paysage, sentir les odeurs, se promener. Et là, on perd tout. On n'a pas le choix presque d'être attentif, d'être à l'écoute, d'observer. On ne sait pas qui on peut rencontrer. Donc, ça nous ramène peut-être à l'essentiel qui est d'être présent, attentif, d'observer, de ressentir. Et quand on est pris dans toutes nos interrogations quotidiennes, nos obligations, les inquiétudes, nos ruminations, on passe peut-être à côté de ce qui vient avant le X, qui est être. Hein? Et être, nous dira Schopenhauer dans sa théorie du bonheur, lorsqu'on a compris qu'être est plus important que paraître, et je rajouterais plus important peut-être que le faire, là on touche à ce que un certain bonheur. Et là, posons-nous la question, quel est-il? De ce temps-ci, il y a des gens qui malmènent le bonheur, etc. Mais encore faut-il le définir. Et des philosophes l'ont défini. Pour Schopenhauer, le bonheur, c'est être. Et ça implique de se poser la question, et là on revient encore à notre thème, ma personnalité, quel genre de personnalité ai-je hérité? Car pour Schopenhauer, elle est le fondement de l'être, la personnalité, et c'est celle-ci qui va nous guider à rechercher une formation en accord avec notre personnalité et à mener une vie selon une certaine approche en accord avec notre personnalité. Là, on a une autre piste avec Schopenhauer. Se connaître soi-même du point de vue de la personnalité, c'est ce qui importe. Côté bonheur chez Épicure, lui serait peut-être très heureux dans cette forêt-là, en se disant, ben, le réel bonheur, c'est euh, l'absence de trouble dans l'esprit, dans le corps. Et si on vit un de ces moments-là de béatitude dans la nature, où on se dit, mais où sont mes problèmes?
Je suis heureux, mais je ne sais pas pourquoi. Je me pose, je ne suis pas en train, j'ai pas l'esprit confus, je suis pas en train de ruminer, je n'ai pas mal nulle part dans mon corps, j'ai pas de douleur. Et là, ça serait ce moment-là qu'Épicure nommerait l'ataraxie, une absence, le bonheur par absence de troubles, de confusion mentale, etc. Et on peut goûter à ces petits espaces-là. Si on est chez Sponville, j'en ai parlé tantôt, le moment de bonheur chez Sponville, va court-circuiter la notion, et tenter d'éradiquer la notion d'espérance, qui est très grande en Occident parce qu'elle est, comment dire, inscrite dans le triumvirat du christianisme, foi, espérance et charité. Certes, des petites espérances minimes ne sont pas problématiques. J'espère qu'il fasse beau demain parce que j'ai une activité de plein air. OK, ça va. J'espère que mon rhume va bien se guérir. OK, ça va. Mais s'accrocher à l'espérance au sens comment dire, que notre bonheur soit construit sur quelque chose qui ne dépend pas de nous. Allons-y avec des exemples grossiers. Si j'avais mon million, ça serait réglé, ça irait mieux. Deuxièmement, si j'atteignais l'illumination, comme Bouddha, j'aurais enfin atteint l'alpha et l'oméga, puis ça serait parfait. Et troisièmement, quand j'aurai tout payé mes dettes d'études, d'hypothèques, etc., ma vie commence et comme un de mes amis me dit, là, j'ai 50 ans, là, et à 65, j'en aurai plus de problèmes financiers, là, ça va être réglé, je vais avoir mon million et même plus, là. Mais ici, maintenant, ça ne va pas tellement, mais dans 15 ans, là, j'en aurai pas de problème. Mais actuellement, ma vie n'a aucun sens. Euh, je me cherche, je ne sais pas trop quoi faire, il n'y a rien qui me correspond, je ne suis pas sur mon X, mais j'ai une garantie, là. Marilou nous dit, j'aime bien ce que Marilou dit parce que il y a quelqu'un qui me dit ça cette semaine dans le train, un collègue de sociaux. Je veux juste revenir chez moi le soir, là, puis d'être en paix, d'avoir la paix, d'éviter le trouble et les problèmes. Pour goûter à cette paix intérieure, on se demande souvent que doit-on faire pour atteindre tel état, mais on ne se pose pas la question de Gurdjieff qui est la suivante. Euh, que devrais-je cesser de faire? Parce que quelquefois, on n'a pas la paix, mais on nourrit les problèmes par notre propre attitude. Et là, chez les grands sages, les philosophes de l'Antiquité notamment, cette tranquillité, cette paix, peut-être comparable à ce que les stoïciens appelleront la citadelle intérieure, que l'on préserve, c'est, c'est, certes, on peut se bâtir une petite citadelle chez soi, un petit temple pour se retrouver, mais c'est aussi ne pas laisser pénétrer dans sa vie toutes sortes de problèmes ou ne pas d'ouvrir la porte à toutes sortes de situations problématiques, car nous sommes souvent les artisans de nos problèmes. Et cela implique aussi le fait d'être capable de dire, bon, ça suffit, là. Non, je n'ai plus besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça. Et de rendre grâce à ces petits moments de paix que nous pouvons chérir, de dire, oh, c'est bon, là, c'est bien, je ne cherche rien, je ne veux rien. Et là, on peut le vivre même, revenons à notre montagne, hein, on peut le vivre. Je n'ai rien à faire, je n'ai pas de problème à résoudre, je n'ai personne autour de moi, il n'y a que la nature, parfait, je me promène, je suis seul avec moi-même, je me rencontre et, OK, ce n'est pas si pire que cela, ça commence à être agréable.
Je commence à goûter à cet état-là qui me sort de mon quotidien, de mes habitudes, euh, de mes grands questionnements, de mes problèmes, etc. Donc, peut-être être capable de goûter à cela, à ces petits moments-là, peut-être que ça va nous ramener à être sans penser à être sur son X. Donc, ça, c'est comme avant l'exercice de nos compétences, de nos capacités. Peut-être c'est d'avoir un petit espace pour se ramener et dire, je suis, j'existe, et c'est bien. Je suis, j'existe, je savoure, j'observe, et c'est satisfaisant. Car certains, j'ai une fille qui vient à mon café, qui a mis comme adage, exister, ça va, mais la vie se passe ailleurs. La vie se passe en voyage. Mais le voyage peut être ici maintenant aussi. Si vous êtes appelé par le voyage, il n'y en a pas de problème. Mais si vous vous dites, je suis simplement bien lorsque je suis en voyage, ben continuez. Mais certains arriveront à la conclusion suivante. Oh, c'est pas moi, là, ça vient de Goethe et de Thoreau. Oh, ou c'est pas Walt Whitman, je suis plus sûr. Donc, on voyage, on se lance en voyage, mais à un certain moment donné, on dira comme ces grands écrivains, je suis toujours pris avec moi-même. Je ne peux pas me fuir. Certes, on peut se lancer vers le voyage, mais si l'appel intérieur nous pousse, mais pour le reste, être face à soi-même, c'est l'ultime. C'est ce que dira U.G. Krishnamurti dans son livre Dos au mur. Le bungee, c'est bon. Le tour du monde, c'est bon. Mais l'ultime, c'est faire face à soi-même, à son être profond. Je vais faire une mini conclusion et j'ouvre vers les questions. J'aimerais vous entendre, bien sûr. Donc, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. J'ai terminé ma petite conférence, mon petit laïus. J'espère que ça vous a inspiré. Je suis allé d'une manière intuitive, spontanée, inspirante. Et je vous redonne rendez-vous pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous écouteront en différé. Je vous donne rendez-vous le 21 mars. Je vais mettre sur mon site mathieumartel.com. Vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement. Faites-le même si vous ne pouvez pas être là à 10 heures. Vous allez recevoir l'enregistrement vidéo. Et à part ça, ceux qui ne se sont pas commandés mon livre, mon dernier, le maître sans maître, je vais vous envoyer tantôt avec l'enregistrement, une manière de vous le procurer, de le recevoir dédicacé chez vous par la poste. J'en ai envoyé quelques-uns. C'est mon dernier, mon septième. Et si ça vous tente d'explorer cette réflexion-là, vous le pourrez. Alors, merci à tous et à toutes. À la prochaine. Et nous passons à la période de questions avec nos auditeurs en direct. À bientôt.